mais tu me disais en préparant cette table ronde qu'elles étaient presque personnifiées. Philae, c'est un copain, non? Enfin, on a tous l'impression que... Enfin, ça aurait pu être quelqu'un, presque. C'est vrai que ça a été... toute la communication qu'il y a eu au-dessus a été bien orchestrée. En même temps, je pense que les gens, ils ont vraiment suivi avec beaucoup d'empathie presque pour ce petit robot, sa descente, son atterrissage, et finalement, notamment avec Twitter et des moyens comme ça, en fait, voilà, Twitter, finalement, à chaque fois, c'est une machine qui envoie les messages. Et du coup, ça permet aussi peut-être d'accepter plus facilement cette humanisation des sondes. Après, Curiosity aussi sur Mars, il y a eu beaucoup de... Enfin, c'est pareil, il y a tout aussi, Curiosity. Donc, moi, c'est des choses que, même pas en tant qu'ingénieur, mais en tant que grand public, j'ai beaucoup apprécié, et je trouve que ça a peut-être aussi amené des gens à s'intéresser plus à ce petit robot, alors que si on en était resté de façon strictement sur ses résultats scientifiques, etc., ça aurait peut-être eu moins de portée, et le fait de le personnifier un petit peu, et ce côté... en fait, c'est ce côté, effectivement, ce côté exploration, ce côté suspense, ce côté inconnu. Est-ce qu'elle va réussir? Et quelque part, est-ce qu'on va réussir? Parce qu'en fait, c'est pas la sonde qui réussit, concrètement, c'est tout ce qu'on a mis dedans, tous les algos qu'on a mis dedans, les calculs qu'on a faits, les simulations qu'on a faites. Et quelque part, voilà, c'est derrière ce petit explorateur solitaire, je trouve qu'il y a la notion de réussite collective. Est-ce que l'Europe va réussir à poser un truc, enfin et il est solitaire, mais on est là derrière, quoi, tous un peu. Est-ce qu'ils tweetent tes échographes Je pense que ça peut venir. Il y a de plus en plus de télémédecine. On a plus forcément un rendez-vous avec un médecin, physiquement, il peut être à distance. Donc cette télémédecine se développe énormément. En fait. Donc, mais pour l'instant, c'est pas du tout tard. Heureusement. Alors, est-ce qu'on peut essayer de... Oui, Marc? Juste que c'est des diagnostics en plus de 140 caractères. Donc, par contre, il y a des gens qui utilisent maintenant, qui essaient de démontrer des concepts qui sont envoyer des images, par exemple, pour essayer de diagnostiquer la malaria. Ce sont des images de microscope. Et ces images sont envoyées sur un serveur, et des gens jouent à essayer de diagnostiquer la malaria. Et quand on met ce jeu en ligne et qu'il y a des cadeaux qui sont donnés aux gens quand ils ont bien joué, on se rend compte à la fin que le diagnostic qu'ils font quand on prend une population énorme, en moyenne, est extrêmement bon. Et donc on va peut-être aller vers des choses comme ça. Mais ça donne envie de tomber malade, surtout. Mais ça me fait penser. Non, mais en fait, pardon. Enfin, juste le côté, voilà, je mets des données que les internautes peuvent sélectionner, etc. Il y a un site qui s'appelle Galaxy Zoo, où justement, en fait, on donne aux internautes un certain nombre de critères pour classer les galaxies, et donc ils peuvent, voilà, si ça les amuse, ils peuvent aller classer des galaxies et contribuer comme ça à l'exploration de l'univers. Moi, ça me fait penser en fait au voyage fantastique ou à l'aventure intérieure, ce côté. Je voyais pas ça en fait sous l'angle de l'exploration. Je me demande en fait d'ailleurs quelle est encore la part d'exploration, encore qui a été quand même bien disséquée de partout quand même depuis des siècles, de l'homme. Qu'est-ce qui reste à... Quelle zone d'ombre il reste à éclaircir sur le fonctionnement du corps humain? Il y en a des tonnes en fait. Fais attention, Michael, parce que tout ce que tu vas dire va finir dans un roman. Il y en a des tonnes. On est encore... Nous, nos limites, elles ne sont pas à l'infini, mais elles sont vraiment peut-être dans l'infiniment petit à l'intérieur du corps. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Il y a des choses qu'on voit au microscope, on prélève un échantillon et qu'on regarde, mais les voir chez un patient à travers toutes ces couches de tissus en profondeur, ça c'est un autre challenge, et ces choses-là on les voit pas. Il y a notamment, je pense, le réseau sanguin, on voit très bien les carotides, on voit très bien le fonctionnement du cœur avec les flux sanguins, la turbulence,
Mais dès qu'on essaie d'aller voir ce réseau vasculaire, qui est un arbre, hein, c'est un arbre qui plaît les capillaires, on ne les voit pas du tout aujourd'hui. On les voit en surface, mais on est incapable de les voir en profondeur. Donc ça c'est un exemple. Le collagène aussi dans nos artères, en prélevant un échantillon, on va être capable de le voir. Mais on aimerait être capable d'envoyer soit des ondes, soit des sondes qui soient capables de voir ces choses qu'on n'est pas capable aujourd'hui de. Et sur le fonctionnement du corps humain, il y a encore des concepts énormément de concepts qui ne sont pas expliqués. Il y a 1 ou 2 ans, je me suis intéressé un peu au problème de la tension, et je me suis dit, mais c'est bizarre, je ne sais même pas comment on prend la tension, c'est un peu con, il faut que je vérifie. Et en fait, en regardant la littérature sur la prise de tension, ce que font tous les médecins dans le monde, eh bien, ils compriment les artères, et ils écoutent un son. Et ce son, c'est un son qui s'appelle le bruit de Korotkov. Et ce bruit de Korotkov, en l'écoutant, ils sont capables de dire quelle est la pression systémique et diastolique. Quand on vous donne votre tension, c'est exactement ça, ils écoutent les sons. Et ces bruits de Korotkov, je me suis rendu compte que le phénomène physique n'est pas encore bien compris, n'est pas encore bien expliqué. Donc oui, des choses de base, on ne comprend pas encore maintenant. Et puis on se rejoint beaucoup l'exploration spatiale et l'exploration du corps humain, parfois, parce que en ultrason, notamment dans les années 70, il y a eu une grosse évolution de l'échographie en France, poussée par quelqu'un qui s'appelle Leandro Puzzolo, parce qu'il a envoyé les premiers échographes dans les navettes spatiales pour étudier le flux sanguin des astronautes. Parce qu'on ne savait pas du tout comment le flux sanguin allait supporter la pesanteur. En fait. Sur Terre, on a une certaine forme de pesanteur, donc notre cœur réagit d'une certaine façon pour envoyer le sang un peu partout dans notre corps. En apesanteur, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Donc ils ont fait un effort énorme pour miniaturiser dès les années 70 les échographes et les mettre dans les navettes spatiales à la fois avec les Russes et les Américains. Et en fait, dans la SF récente, elle s'est réappropriée le corps humain via les nanomachines, via des micro-robots qui sillonnent les veines et tout l'organisme en fait. Et du coup, ça ramène une forme de guerre à l'intérieur d'ailleurs dans la SF, puisque qui dit machine dans le corps dit aussi hacking, dit aussi dysfonctionnement, dit rébellion des machines, etc. Donc le corps redevient un champ de bataille d'une certaine manière au niveau imaginaire via certaines narrations dans la SF. Star Wars. Oui, on a. C'est pas de la science-fiction, on est dedans en ce moment. Au laboratoire, on a créé des nano-vinaigrettes, des toutes petites gouttes en fait, qu'on pourra injecter dans le flux sanguin à chaque patient un jour. Et dans ces nano-gouttes, on a du perfurocarbonique. Le perfurocarbonique, je pense que vous en avez entendu parler si vous aimez la science-fiction. Vous vous rappelez le film Abyss. Dans le film Abyss, les plongeurs allaient très profond et c'était du liquide en fait qui permettait de respirer. Et bien, ce liquide perfurocarbone, il est intéressant parce que quand on envoie des ultrasons dessus, il vaporise très vite. Et donc un échographe peut déclencher l'action et les gouttes s'ouvrent et laissent sortir le médicament qui est à l'intérieur. Et donc on peut même fabriquer le médicament directement dans la tumeur. Si on a des gouttes qui contiennent un composé A, des gouttes qui contiennent un composé B, on envoie les ondes dessus, et A plus B donne C, donc on fabrique le médicament ultra toxique que dans la tumeur. En fait, c'est le champ de bataille, en fait, c'est ça. On veut limiter le champ de bataille à un endroit, on ne veut pas que ce soit tout le corps. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, par exemple, la chimiothérapie, pour attaquer juste une petite lésion qui fait que 1 cm3, on est obligé d'attaquer le champ de bataille total du corps humain. Là, on voudrait vraiment limiter le champ de bataille à un endroit en fait, particulier. Et comment tu les guiderais jusqu'à la... Oui, avec les ultrasons, les ultrasons qui découpent. Exactement. Les gouttes se baladent un peu partout dans le circuit sanguin en permanence. Et puis on va alors éthiquement en plus c'est intéressant parce que c'est le radiologue qui fait l'expérience, qui voit l'image, qui décide, oui là je suis sûr de mon diagnostic, je vais aller à cet endroit, il clique dans l'écran. Et là je rêve un peu mais ça va bientôt arriver. Il cliquera dans l'écran et l'onde ultrasonore va arriver à ce moment-là et larguer les gouttes que à cet endroit-là dans le corps. Et c'est pour quand ça? On est déjà dans des tests, pas encore des tests cliniques, des tests pré-cliniques. On a fait des preuves de concept il y a 1 an, à peu près, il y a 1 an et demi. Donc bien sûr, il va falloir du temps pour aller en clinique parce que dès qu'on a introduit des agents à l'intérieur du corps, il y a plein d'études de toxicité à mettre en place. Donc ça va prendre quand même 5-6
au moins 5-6 ans avant d'arriver chez le patient. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Donc, avant de